Bonsoir les amis, merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous. Ce soir, on discute des influenceurs comme tous les mercredis soirs à 21h. Je suis accompagné de l'ami GG, l'ami Bobo, l'ami Jérémy Bobo. Voilà. Donc, ce soir, on parle des influenceurs dans le cadre du T4. Alors, je sais qu'on a déjà eu un live sur les influenceurs, c'était une approche générale. Cette fois-ci, ce soir, on va parler des influenceurs dans le cadre du T4. On va être un peu plus spécifique et on va discuter de certaines choses que voilà, de certaines questions que vous pouvez avoir parce que comme vous le savez, durant le T4, l'une des sources les plus importantes de trafic, c'est naturellement les influenceurs. Pourquoi? Parce que ces influenceurs, enfin, ce sont des personnalités qui disposent parfois de 20 000 personnes, parfois de 200 000 personnes, parfois de 2 millions de personnes. Et ces personnes-là sont des gens qui ressemblent aux avatars de vos clients, donc ils ressemblent aux personnes qui achèteraient vos produits. Et vous pouvez faire un levier immédiat grâce à une story ou grâce à un post, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur TikTok ou Snapchat encore. Snapchat marche beaucoup pour les influenceurs. On a tendance à beaucoup l'oublier, notamment en francophonie, mais Snapchat est super fort enfin, est devenu vraiment efficace pour les influenceurs. Et donc du coup, c'est l'idée, c'est on peut utiliser en levier ce public, ces 20 000, 200 000, 2 millions de personnes pour leur exposer votre produit et avoir un gros shoot de plusieurs personnes, de plusieurs milliers de personnes sur votre boutique en l'espace de quelques heures, en l'espace de 24 heures en général, pour être exposé à votre page de produit et du coup effectuer des ventes. Donc, c'est une technique qui a prouvé ses preuves, hein, qui a fait ses preuves, puisque certaines personnes arrivent à générer des dizaines de milliers d'euros sur une journée, voire même beaucoup plus. On a voilà un YouTuber bien connu maintenant de la francophonie qui a posté une vidéo il y a 2 ans dans laquelle il réussissait à faire 1 million de dollars, enfin un peu plus, en moins de 24 heures. Donc, le potentiel des influenceurs est particulièrement énorme. Et donc, nous, ça serait dommage dans la perspective du T4 et dans la perspective des achats de Noël et des promos du Black Friday, etc., ça serait dommage de ne pas utiliser ce levier. Surtout que si vous maîtrisez la publicité Facebook Ads ou TikTok Ads ou d'autres canaux d'acquisition de trafic comme Google Ads, vous avez aussi en plus la possibilité de recibler le trafic qui vient de la part des influenceurs. Mais ça sera l'objet d'un autre live quand on parlera de retargeting ou de remarketing. Donc, les influenceurs. Beaucoup de choses ont été dites à leur sujet. Bon, déjà, voilà, on va pas trop s'étaler sur la classification. Ça, comme je vous le disais, on a un live qui a été consacré aux influenceurs il y a quelques temps, dans lequel on a fait toute une introduction pour expliquer ce que c'était qu'un influenceur, la différence entre l'influenceur et le créateur de contenu pour de l'UGC, et puis quelques techniques pour essayer, enfin, voilà, trouver et analyser les influenceurs. Là, ce soir, vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement comment est-ce qu'on peut les utiliser dans le cadre du T4. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser des gros influenceurs ou des petits influenceurs? Comment est-ce que on les trouve et surtout, enfin voilà, comment est-ce qu'on démarre quand on n'a jamais fait d'influence marketing? Comment est-ce qu'on analyse et on sélectionne finalement les influenceurs avec lesquels on a envie de travailler. Ensuite, une fois que on sait à peu près avec quel influenceur on a envie de bosser, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Comment est-ce qu'on va rendre notre collaboration efficace? Et puis enfin, si nous avons 2-3 minutes, eh bien, nous exposerons une ou deux stratégies inédite qui peut être super sympa et réservé exclusivement dans un contexte comme celui du T4, enfin celui voilà Black Friday et achat de Noël. Donc en gros on va démarrer là-dessus. Du coup GG d'abord puisque voilà GG est revenu puisque tu es de nouveau parmi nous. J'ai envie que tu ouvres le bal ce soir et que je sais que toi à titre personnel peut-être avec des clients ou en tout cas avec nous, je sais que tu as déjà vu. Tu as déjà travaillé sur des retargeting d'influenceurs, tu as déjà vu des placements de produits qu'on a fait dans le cadre de nos collaborations. Du coup, petite question pour toi, cher ami. Toi, admettons que tu aies ta propre boutique pour un produit mode, beauté, fitness ou peu importe, et tu décides de t'y prendre avec les influenceurs, d'utiliser cette source de trafic. Comment est-ce que tu t'y prends? Par quelle étape tu commences? Quelle serait ton étape 1? Comment est-ce que tu te lances pour travailler avec les influenceurs?
Il y a plusieurs. Bonjour, bonsoir Théo, bonsoir tout le monde. Il y a plusieurs, je pense, il y a plusieurs leviers, mais moi, comment je m'y prendrais? Je m'y prendrais en plusieurs étapes. Mhm, Je définirais du coup, pour le coup, un petit peu d'abord les objectifs hein, de collaboration par rapport à mon activité. Donc voilà, si je suis dans le fitness, comme tu l'évoquais dans ton exemple, euh, par exemple, je vais aller chercher des influenceurs qui sont spécialisés dans le sport. Et voilà, donc là-dessus, je sais que je vais travailler comme ça. Mais avant tout, comme je suis une entreprise qui va vendre un produit de sport, je vais d'abord définir des objectifs assez précis parce que, en fait, d'abord, je pense qu'il faut identifier clairement ce qu'on souhaite accomplir avec un influenceur. Même si vous le mhm. payez, ça reste quand même un partenaire. Donc, va falloir mettre en avant quel est l'argument que vous voulez mettre en place. Donc, ça aussi, ça va un petit peu jouer sur l'influenceur que vous allez vouloir avoir pour avoir, en fait, si vous voulez, ou porter votre message. Donc, le message, pour moi, il est hyper important. Deuxième étape, c'est déterminer votre public cible. Comme on l'a évoqué avec Théo, du coup, identifier un public spécifique, c'est hyper important, du coup, par rapport à ses intérêts, ses préférences et les préférences aussi d'utilisation de plateforme. Donc ça, c'est une étape qui est aussi très importante. Alors, pourquoi déterminer le public cible? Alors là, vous allez y aller à tâtons, hein, c'est de la supposition. Partons dans le fitness. Vous allez déterminer voilà, des personnes qui aiment par exemple courir, qui aiment les marques comme Nike. Voilà, vous allez commencer à créer, si vous voulez, un espèce de persona. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un tableau Excel, hein. Donc la première étape, comme je disais, c'est définir vos objectifs, faire de l'awareness, communiquer sur votre marque. La deuxième colonne, je pense que, comme Faire je de vous l'ai la dit, vente. exactement, faire de la vente, exactement. Déterminer le public cible dans la deuxième colonne. Donc, moi, je vais créer, par exemple, deux, trois grandes, comment on appelle ça, deux grands ciblages ou trois grands ciblages en fonction de ce que je veux faire. Voilà, parce que des fois, il y a des produits qui peuvent être écologiques, économiques. Voilà, il y a des choses aussi je parle souvent, par exemple, pour les enfants. Donc, voilà, vous voyez, vous pouvez les cibler plusieurs typologies de personnes. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Troisième étape, évidemment, là, on va aller chercher notre influenceur, hein. Donc, la meilleure technique, c'est de se balader sur Instagram et puis d'aller faire une recherche sur les réseaux sociaux grâce aux hashtags. Donc, en mettant des hashtags de mots-clés qui correspondent en fin de compte à votre public cible, ça va faire remonter en fin de compte des influenceurs. Donc là, vous allez pouvoir parcourir, que ce soit sur YouTube, ça marche très bien les hashtags, sur TikTok, comme Instagram. Donc là, vous allez pouvoir trouver des individus d'influence, d'accord, dans votre domaine, voilà, dans votre niche. Et vous allez rechercher du coup des publications de qualité et vous allez commencer à faire un tri. Donc ça va être, si vous voulez, votre troisième colonne sur votre fichier Excel. Voilà. Et des fois, ça peut aussi cocher deux publics cibles, hein. Des fois, il y a des influenceurs qui sont tellement ouverts que, pour le coup, ça peut être hyper intéressant. Et après, une fois que j'ai ça, on est, comme je vous le disais, dans de la supposition. Et après, on va utiliser des logiciels. Donc, il y en a pas mal. Je sais pas si on peut en mettre dans les commentaires. Tu me diras avec Ouais, ouais, StreamYard bien si sûr, les ouais, gens. sans problème. Ouais, donc j'en Ouais, mettrai ouais. quelques-uns. Mais vous pouvez utiliser des outils après de recherche d'influenceurs comme InfluSpy. Je crois qu'il y a Ninja Outreach, il y a BuzzSumo qui marche très bien, il y a Tract. Donc, je vous les écrirai correctement parce qu'il y en a quelques-uns qui sont difficiles à prononcer. Et là, pour le coup, je vais aller regarder, en fin de compte, leur data, quoi, hein, tout simplement, et je vais utiliser un petit peu des filtres, un petit peu pour affiner, grâce au logiciel, quel, qu'est-ce qu'ils vont réussir à engager comme type de population. Et si mon ciblage que j'avais fait sur mon fichier Excel correspond euh, à ce que le logiciel comme InfluSpy et que je recoupe un peu les données, je me dis, OK, je me suis pas trop trompé. Donc, moi, par exemple, je fais une classification de couleurs, je ferai une classification de couleurs. Et là, je me dis, OK, lui, je pourrais commencer à travailler avec lui. Voilà, je mettrais par exemple avec un code couleur orange moyennement parce que il tape un petit peu peut-être dans autre chose. Parce qu'il y a des gens, ils font du sport, mais ils font aussi du prêt-à-porter, ils font de la mode. Donc, c'est peut-être pas forcément cohérent, mais pourquoi pas? Donc, je sais pas pour autant que je le supprime, puisque il est probable qu'il a des très très bonnes statistiques. Donc, voilà. Mais je vais quand même les classer du plus pertinent
au moins pertinente par rapport à mon ciblage. Voilà. Et après, moi, ce que je fais, c'est que j'appelle Théo, hein, et je vais l'aider, enfin, je vais lui demander, pardon, qu'il m'aide à analyser les taux d'engagement et tout ça, parce que des fois, il y a parfois des petites subtilités. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise, les influenceurs. Je sais comment les rechercher, mais j'ai jamais vraiment travaillé avec eux. Donc là, pour le coup, c'est Théo qui va me donner un grand coup de main sur l'engagement, l'authenticité aussi de la personne. On va regarder ce que la personne aussi a publié ou avec quelle marque elle a travaillé sur les antériorités, faire attention de ne pas fausser aussi, parce que Théo, je pense qu'il vous expliquera après pourquoi c'est important de ne pas trop regarder trop loin, même à 2 3 mois, c'est pas forcément quelque chose qui va être cohérent par rapport à vous, à votre placement, si un jour vous travaillez avec un influenceur, parce que il y a la saison qui peut poser problème, il y a peut-être Noël, il y a le Black Friday, il y a peut-être comme on évoquait ce matin en préparant le live, il peut y avoir aussi certains influenceurs qui ont, comment tu dis, d'ailleurs, c'est quoi le mot? Des, des c'est quoi le terme exact? Voilà, c'est un peu, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a, par exemple, tu vois, par rapport à ils font du buzz, quoi. Donc, par rapport au buzz, L'actualité, tu veux dire? par rapport à l'actualité, Ouais. exactement. Donc, Mmh. il y a des métriques qu'il faut pas, qu'il faut regarder aujourd'hui, enfin, à l'heure actuelle, mais il y a aussi des datas où ils ont pu faire le buzz il y a 3 mois, et c'est pas pour autant que vous allez faire ou Exactement. vous allez réussir à faire quelque chose de ultra pertinent lorsque vous allez poser. Donc, tout ça, il faut faire vraiment un gros travail de recherche, je pense. Voilà, donc ça, c'est pour répondre un peu à ta question. Voilà ce que je fais. Et puis après, pour le reste, plus j'irai dans le détail, évidemment, tu m'aiderais sur le processus et sur le parcours, mais voilà. Et du coup, là, et après, je commencerai à écrire directement à mon influenceur pour commencer à créer un script. Mais je crois que toi, tu vas nous en parler un peu plus. Mais voilà. Mais pour répondre à ta question, moi, j'en avais une autre pour le coup. Comment toi, Donc, voilà. Une tu question analyses pour répondre à ma question? pardon, ouais, pardon. Est-ce que tu as comment tu analyses l'engagement et l'authenticité d'un influenceur? C'est quoi tes métriques à toi pour évaluer un bon influenceur? Voilà. D'accord, bah, j'y viens dans 30 petites secondes. Juste le temps de vous dire, les amis, bonsoir et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, comme tous les mercredis soirs à 21h, on est en live. Quand vous arrivez, laissez un j'aime, un j'adore, un waouh sur le post, que vous soyez sur Facebook ou que vous soyez sur YouTube. Un j'aime aide à pousser le live un peu plus auprès de la communauté. Donc, ça nous fait plaisir. Et voilà. Donc, et puis mettez-nous un petit message, un petit coucou, que ce soit pareil sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Nous on reçoit vos messages et on les voit en direct. Donc on va pouvoir y répondre. On va pouvoir répondre par exemple à Lacera. Bonsoir Lacera. Ça fait plaisir de te revoir aussi. Moa qui devient un habitué. Bonsoir Moa, j'espère que tu vas bien. Salut Pierre-François. Pierre-François qui d'habitude nous met un j'aime. Pour la première fois, nous met un bonsoir. Enfin, c'est pas souvent qu'il nous demande bonsoir. Donc salut Pierre-François et bonsoir Clovis. Clovis, notre pilier du chat qui est revenu ce soir. Ça fait plaisir de te revoir. Il dit bonsoir à tous. I'm back. Vous m'avez manqué. Bien voilà, tu nous as manqué aussi. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir. Alors tiens, voilà, la Sierra pose déjà une première question. Donc faites comme elle si vous voulez intervenir en direct. Le live, il est là pour ça. Hein. Nous, ça nous fait plaisir que vous interveniez et que vous nous posiez des questions. Ça nous permet de toute façon, on est là pour vous, donc faut en profiter. Alors, vraiment besoin d'en savoir plus sur les influenceurs et comment utiliser les données de recherche. Très bien. Écoute, on va y venir. Donc, je résume en gros, si tu permets, cher GG, les deux, trois petites techniques que tu as mis en avant, mais sans vraiment, on va revenir sur ce que tu as dit. Hein, les amis qui revoyaient ça en différé, vous pourrez revenir en arrière et écouter tout ce qu'a dit Jérémy. Il explique vraiment comment ça fait, comment s'y prendre quand vous démarrez, tout simplement, vous arrivez pour la première fois et vous vous dites, OK, j'attaque le marché des influenceurs, comment je m'y prends. Donc, n'hésitez pas à revoir ça en live et enfin ou en différé et du coup, voilà, prendre des notes en même temps. Alors, donc si je comprends bien, toi, ta première technique, c'est d'abord très important, je trouvais ça fantastique. Toi, d'abord, tu identifies ton public. Enfin, d'abord, tu détermines si tu as envie de faire une campagne
comme si tu faisais une campagne Facebook Ads, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ces influenceurs? Est-ce que c'est juste pour avoir de la notoriété, juste pour te faire connaître? Est-ce que tu as envie de faire des ventes? Donc ça, c'est très important. C'est très important d'avoir cette clarté. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ensuite, tu utilises, tu vas présumer, tu connais plus ou moins ton public, donc tu vas présumer du public qui va acheter ton produit. Donc tu vas utiliser les hashtags pour aller chercher les personnes qui publient sur ce type de hashtag. Hein, donc les créateurs de contenu qui ont plusieurs dizaines ou centaines ou millions d'abonnés qui publient sur ce hashtag vont te donner déjà, voilà, savoir quels sont les influenceurs avec lesquels tu peux travailler. Et puis ensuite, ben, tu vas faire un fichier Excel dans lequel tu vas répertorier d'un côté les hashtags ou les grandes catégories de public que tu veux cibler et en même temps les influenceurs qui s'y collent que tu as réussi à identifier. Donc j'ai trouvé ça particulièrement sympa. Eh bien, admettons qu'après que tu aies fait ce travail de recherche en amont dans lesquels tu as réussi à identifier les 3-4 grands publics que tu as envie de cibler et que tu aies une centaine, par exemple, d'influenceurs que tu as envie de contacter, eh bien, ta mission, c'est d'analyser ton influenceur et de ne pas forcément contacter des influenceurs dans le vent, des influenceurs qui serviront à rien. Donc, pour cela, tu vas utiliser certains outils, les 2 outils les plus connus. Alors moi, personnellement, je commence toujours par utiliser Social Blade. Alors Social Blade, je vous l'écrirai tout à l'heure. C'est un outil. Alors, il est préférable de se connecter, enfin de créer un compte. Ça prend 30 secondes. Hein. Créer un compte sur Social Blade, c'est gratuit. Ça permet de voir un petit peu quel est plus ou moins le taux d'engagement sur YouTube, Instagram, TikTok de n'importe quel influenceur et ce sont des données très actuelles, des données en temps réel. Donc ça, c'est vraiment sympa pour voir les taux d'engagement quand on a besoin de les voir. Bien que les taux d'engagement soient aujourd'hui une donnée totalement relative, parce que ce qui va compter, c'est surtout les taux d'engagement que vous allez déduire des données que l'influenceur va vous donner quand vous allez le contacter et lui demander de vous envoyer le relevé de ces 15 derniers jours, par exemple. Les stories, les statistiques de ces stories des 15 derniers jours, si par exemple vous avez envie de faire un placement en story. En France, on fait davantage des placements en story que des placements en post. Donc, eh bien, il est important de savoir, un influenceur qui a 1 million de personnes dans ses abonnés ne va pas avoir, enfin, ça peut arriver, mais il va rarement avoir 1 million d'impressions. Sa story va toucher plus volontiers 150 000, 200 000 personnes. Et sur ces 150 000, 200 000 personnes, eh bien, l'idée, c'est de savoir combien de personnes vont avoir tendance à cliquer sur un lien, donc sur le bouton swipe up, à l'intérieur de la story. Donc ça, c'est des données qui vont être particulièrement importantes. Donc Social Blade permet déjà une petite idée. Et puis quand l'influenceur montre qu'il a une actualité, que vous voyez que c'est dynamique, que c'est un influenceur qui gagne des followers depuis quelque temps grâce à Social Blade, eh bien vous passez à Hype Auditor ou à InfluSpy et vous utilisez l'un ou l'autre de ces 2 logiciels pour analyser cette fois-ci des données démographiques de l'influenceur. Un influenceur, par exemple, Jérémy tout à l'heure parlait de quelqu'un qui serait dans le fitness. Si vous vendez un produit de musculation, un produit pour le sport, ou par exemple si vous vendez admettons par exemple que vous vendiez des écouteurs connectés, eh bien vous allez avoir, enfin des écouteurs, de toute façon ils sont connectés, mais des écouteurs sans fil, eh bien vous allez avoir plusieurs types de publics que vous allez cibler, dont par exemple des influenceurs dans le fitness. Eh bien un influenceur dans le fitness, quand il a 1 million d'abonnés, il va avoir à peu près 150 000, 200 000 personnes qui vont voir sa story. Mais attention, ces personnes viennent de parfois certains pays, de pays différents. Si vous vendez en France, il faut que vous soyez sûr que 70% ou 80% de son public vient de France. Il faut aussi que vous gardiez en tête que les personnes parlent parfois des langues différentes. Donc, vous allez avoir besoin d'analyser la langue parlée par les abonnés de cet influenceur. Là, pareil, il faut que vous vous assuriez que vous avez, par exemple, 70-80% de gens qui parlent français. De même, la démographie au sens du sexe et au sens de l'âge. Si vous vendez des écouteurs roses, vous aurez peut-être plus de chance avec un public féminin. Si vous vendez des écouteurs noirs, vous aurez des chances avec les deux publics. Donc, du coup, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes, par exemple, si vous vendez des leggings ou si vous vendez des t-shirts qui font un ventre plat, eh bien, vous n'aurez pas le même succès si la majorité de son audience est composée d'hommes ou composée de femmes. Donc, le sexe va compter. Et enfin, donnée très importante, l'âge. L'âge, nous, ce qu'on veut, ce sont surtout des
public qui, en majorité, ont plus de 21 ans. Et c'est pas pour une histoire de majorité internationale, c'est surtout qu'à partir de 21 ans, les gens commencent à avoir des moyens de paiement, ont la possibilité ont un compte en banque et ont la possibilité de passer des achats plus volontiers sur Internet. Et en général, même les personnes qui ont pas tout à fait 21 ans, mais qui avaient 15 ans quand ils ont créé leur compte et qu'ils sont enregistrés en disant qu'ils ont 18 ans, eh bien là, ils arrivent à un âge, à 21 ans, eh bien vous avez peut-être beaucoup de gens qui ont 18 ans, mais au moins vous savez qu'ils sont majeurs et qu'ils ont la possibilité d'acheter. Donc 21 ans, c'est la limite d'âge qu'on va viser pour décider si notre influenceur vaut le coup. Et souvent, vous allez par exemple, notamment sur TikTok, beaucoup d'influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui ont en dessous de 19 ans. Donc là, pour vous, c'est pas rentable. Ou beaucoup d'abonnés qui ont en dessous de 21 ans. Donc pour vous, là, vous savez que vous partez avec un public dangereux. Donc, alors, je vous épargne la formule mathématique ici. Dans l'ancien live que vous pouvez retrouver sur la page Arnaud Théo Buffet, j'ai dû donner un PDF, mais bon, je peux vous le redonner ici si vous voulez. Et dedans, dans ce PDF, j'expose la méthode que j'utilise pour analyser et et localiser le potentiel, le public potentiel que je vais pouvoir toucher grâce à un placement influenceur. Je donne un exemple. J'ai 1 million d'abonnés sur mon influenceur. Mon influenceur fait à peu près 200 000 impressions sur ses stories. Eh bien, si 70% des personnes sont françaises, enfin, habitent en France, eh bien, c'est 70% des personnes qui habitent, de ces 200 000 personnes qui vont constituer mon public. Et ensuite, j'ai que 70% des gens qui parlent français, eh bien, c'est 70% des 70% de Français qui parlent français, qui m'intéressent. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite avec l'âge, avec le sexe, etc. Tant et si bien que un influenceur qui a 1 million d'abonnés, eh bien, mon public cible risque très souvent d'être, par exemple, voilà, me retrouver avec 200 000 personnes qui voient la story. Et sur les 200 000 personnes qui voient la story, je vais avoir un public qualifié d'à peu près 120, 130 000 personnes. Voilà, 120, 130 000 personnes. Et ensuite seulement, je vais utiliser le taux d'engagement. En général, je peux vous le dire, un taux d'engagement quand l'influenceur est pas trop bon et plutôt mauvais, en story, le taux d'engagement est autour de 3%. Et puis, si l'influenceur est vraiment bon, enfin relativement bon, même moyen, moyen bon, on est plutôt autour de 7% de taux d'engagement. Par exemple, voilà, si j'ai 100 000 personnes qui constituent mon public qualifié, eh bien, je vais avoir à peu près tout simplement 7 000 personnes qui vont cliquer sur le lien et donc potentiellement autour de 7 000 personnes qui vont visiter mon site dans les 24 heures. Donc là, ça vaut, là voilà. Après, ben, on sait qu'on a des taux, on va avoir des taux de conversion qui vont se situer entre 0,80%, ça c'est une moyenne, et à peu près 1,50%. 1,50% de taux de conversion sur la boutique, c'est vraiment pas mal. Là, on commence vraiment à être dans le bon. Donc, ici, nous, pour nos 7000 personnes sur le store, eh bien, ça veut dire que on ferait à peu près 560, je dis pas de bêtises, alors 0,80%, par 100. Voilà, on ferait à peu près une cinquantaine, entre 50 et 60 ventes. Et puis, pour un public, pour un 1,50% de taux de conversion, eh bien, on ferait un peu plus d'une centaine de ventes. Donc, suivant notre panier moyen, par exemple, si on a un panier moyen à 60 euros, ben, on sait qu'on serait autour de 6 300 euros de chiffre d'affaires sur les 24 heures, a priori. Moi, c'est un peu comme ça que j'arrive à prévisualiser quel est le chiffre d'affaires que je vais faire avec mon influenceur. Donc, vous pouvez marquer PDF en commentaire, que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez sur Facebook. Moi, je vous enverrai ce PDF qui s'appelle Comment réussir un placement influenceur, hein, tout simplement. Donc, il reprend cette méthode de calcul pour bien déterminer quel est votre public cible. Parce que beaucoup de gens pensent que l'influenceur a beaucoup d'abonnés et l'influenceur a un beau taux d'engagement et l'influenceur lui demande un prix qui est raisonnable. Et donc, on pense qu'on va faire des ventes et beaucoup de ventes. Alors que non, en réalité, très souvent, il faut absolument analyser il faut absolument analyser la démographie de votre influenceur pour être certain
que vous ne placez pas auprès d'un public qui n'habite pas le pays cible, d'un public qui parle la langue que vous ciblez, ou un public tout simplement qui a la démographie et la capacité d'acheter en termes d'âge et de sexe, un public qualifié, un public intéressé et intéressant pour euh, votre, euh, votre produit. Voilà en gros pour le côté analyse qui est particulièrement bon, long, mais voilà, c'est important d'insister là-dessus parce que c'est l'étape sur laquelle beaucoup de gens se loupent et donc du coup beaucoup de placements influenceurs sont ratés à cause de cette étape d'analyse. Vous avez mal sélectionné votre influenceur dès le départ. Et pour ça, ben, il faut l'analyser. Donc, je vous mettrai le nom des logiciels. Et pareil, dans le PDF, il y a de toute façon, il y a l'ensemble des logiciels utiles, HypeAuditor, InfluSpy et Social Blade. Voilà, il y a tous les logiciels qu'on a évoqués ici. Je verrai avec Jérémy pour ajouter ceux que lui vous a cités en début de live. Voilà, cher ami, voilà, cher GG, en gros, comment moi je m'y prends pour analyser. Alors, je sais que c'est fastidieux, mais bon, il faut y passer. Alors, du coup, ben, pendant que tu es là, pour te repasser la parole, du coup, maintenant, l'une des questions enfin, j'ai posé une question dans un groupe tout à l'heure, et un sondage, et l'immense majorité des gens disaient, ben, ils ne savaient pas par où commencer. Donc, merci à toi, puisque maintenant, on sait un peu comment on peut s'y prendre. Et puis la deuxième réponse du vote, c'était la relation avec les influenceurs ou leurs agents était assez difficile et assez délicat. Moi, du coup, j'ai deux, trois vues là-dessus, mais je me demandais, est-ce que d'après toi, c'est important d'envoyer le produit à l'influenceur ou plutôt lui envoyer une vidéo ou lui envoyer une image du produit peut suffire pour le placement? D'après toi, juste comme ça, d'intuition, qu'est-ce que tu dirais? Sur quoi tu postulerais, toi? Mmh. Alors, moi, je mettrais toutes les billes dans mon, pour que ça fonctionne. Donc, j'enverrai le produit pour montrer d'une part que je suis une entreprise sérieuse, puisque généralement, comme tu dis, on travaille pas directement avec l'influenceur, mais je suppose que beaucoup ont d'agents. Et je pense que la règle d'or, c'est voilà, éviter de travailler avec des droppers au maximum. Donc, que ça ressemble à du chinois ou que ça soit de mauvaise qualité. Donc à partir du moment où vous avez un produit qui est validé, à partir du moment où vous avez pas peut-être pas encore votre stock, et je pense que ce qui serait pertinent, c'est d'envoyer votre produit avec un packaging, avec un effet un petit peu waouh, avec brandé qui est correctement brandé, avec une carte à l'intérieur, avec une carte soit de remerciement, une carte avec un code promo, peut-être même au nom de l'influenceur. Bon, à partir de là, je pense que la personne qui va le recevoir bah, va se dire: «Bon OK, là on peut travailler déjà avec cette entreprise-là, ça me paraît une entreprise qui est pertinente». Faut pas croire les influenceurs, au-delà de toujours un petit peu leur taper dessus en disant: «Ils sont là pour faire de l'argent», ils prennent aussi il y en a des très, très bons qui sont très professionnels et qui font attention à ce que, leur communauté, hem, soit respectée. Donc, à un moment donné, c'est ce qui les fait vivre, donc ils vont pas, vendre, à chaque placement des produits complètement bidons, de peur de perdre un petit peu leur communauté. Alors ça peut parfois être des gourous, mais les gens ils sont pas bêtes, hein, ils vont pas se mettre des trucs sur le visage qui peuvent leur donner, des problèmes après avec des éruptions cutanées. Donc à mon avis, voilà, à partir du moment où vous envoyez votre produit, je pense que c'est un signe, déjà d'une part, de confiance et vous pouvez commencer déjà à établir une relation un peu plus durable. Après, je pense qu'à partir de là, va s'engager, hem bah, déjà, alors je sais pas, toi, tu as plus l'habitude, mais moi je pense qu'à partir de là, on commence à travailler peut-être un peu le script, peut-être l'écoute, c'est déjà en amont puisque tu as déjà envoyé le produit, donc l'écoute, tu as déjà validé les coûts ou en tout cas le prix du placement, je suppose, hein, Théo? C'est comme ça que tu fais toi d'habitude? Et après, le script, c'est-à-dire que le produit, est-ce que tu laisses faire du coup ton influenceuse, parler de ton produit? Ou est-ce que tu le fais uniquement moi, je le ferais uniquement, par exemple, avec des micros, voire des nano-influenceurs, voire, tu vois, des personnes qui font, comment on appelle ça, des vidéos, des créateurs de contenu. Mais est-ce que l'influenceur, si spécifiquement, tu lui envoies un script ou au contraire, tu lui fais assez confiance pour étayer et engager sa communauté autour de ton produit? Alors,
Bah, pour moi, c'est bon, déjà, oui, oui, donc nous, évidemment, on envoie le produit. Donc quand on envoie le produit, ben, l'influenceur, une fois qu'il est entre les mains, il faut qu'il sache quoi en faire. Alors nous, pour nous, c'est très important qu'il puisse le manipuler et qu'il puisse expliquer les bénéfices du produit. Quand je dis les bénéfices, c'est dire aux personnes qui regardent un petit peu ce placement, la story, qu'est-ce que le public va gagner, qu'est-ce que l'abonné va gagner. Donc, c'est très important que l'influenceur puisse le manipuler. Et du coup, nous, c'est très important que parmi les bénéfices produits qui sont évoqués par l'influenceur, ce soit les bénéfices produits sur lesquels nous, on a l'habitude de communiquer, puisque tu choisis ton public en fonction de ce que tu as envie d'offrir à ce public, en fonction de ce que tu as envie de lui donner. Donc, forcément, tu as un discours commercial qui est déjà établi sur ton produit, et ce discours commercial, ben, doit être cohérent. Donc, il est important que l'influenceur soit au diapason de ce que toi, tu as l'habitude de raconter sur ton produit. Sinon, tu risques de te retrouver avec un influenceur qui est en impro et qui va oublier des éléments importants du produit. Toi, tu es le spécialiste de ton produit, donc il est très, très important de dire dans le script exactement ce que fait le produit. Et au-delà de cela, moi, j'aime bien évoquer un hack que l'on fait presque systématiquement, surtout avec des influenceurs qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés. On va lui demander, par exemple, de poster une photo du produit 1 à 2 heures, 2 heures, même 2 heures et demie, 3 heures, ça passe, hein, de poster une photo du produit avec le bouton swipe up des gens engagés, dans lequel, par exemple, on voit la photo du produit avec une petite mention, voilà, j'ai une grosse surprise pour vous, ou je vais vous présenter un truc de dingue d'ici quelques minutes, soyez au rendez-vous, etc. Parce que ça permet aux gens bah, déjà d'être sensibilisés, et vous, avant même le placement, ça vous permet déjà d'avoir du trafic et déjà d'avoir des achats avant même que l'influenceur n'ait commencé à faire son placement. Et à ce moment-là, l'algorithme, notamment d'Instagram, plus que TikTok, mais Snapchat et Instagram ont exactement le même fonctionnement. L'algorithme va déjà identifier les personnes qui auront cliqué sur la photo du produit et qui seront venus sur votre site et qui seront allés le plus loin possible dans l'étape d'achat. Et donc, du coup, quand l'influenceur va commencer à parler du produit et montrer le produit, eh bien, Instagram va montrer en priorité à des personnes qui leur ressemblent votre produit. Et du coup, vous aurez la portée sur le tronçon de public qui s'intéresse le plus à votre produit au moment où l'influenceur va commencer à faire vraiment sa démonstration vidéo. Donc, postez une photo du produit 1 à 2 heures avant la démo de l'influenceur. Et ça, vous le mettez dans votre script. Vous dites, c'est exactement ce que je veux que vous fassiez. Ensuite, dans votre script, ce qui est très important, c'est de dire à l'influenceur ce que nous voulons, c'est que vous racontiez une histoire personnelle qui pourrait expliquer que vous soyez motivé soit à faire cette collaboration avec nous, soit à acheter ce produit, soit à commander ce produit. Par exemple, si c'est un influenceur fitness, ça, voilà, ça serait, ben voilà, les amis, vous savez que je suis dans un défi perte de masse grasse 30 jours. Eh bien, j'ai cette super balance connectée ou cette montre connectée qui donne l'indice de masse graisseuse à vous montrer, et c'est super parce elle colle pile poil au défi que j'ai. Donc quand je l'ai vue, ben, j'ai pensé à vous et je me suis dit il fallait absolument que je vous en parle. Voilà. En créant du storytelling, en créant une histoire personnelle, vous aidez le public à rendre réaliste la raison du placement de produit, vous déconnectez l'idée qu'on est en train de vendre pour vendre, que l'influenceur est là pour faire de l'argent, mais que plutôt, il y a quelque chose de cohérent dans la démarche de l'influenceur, et cette cohérence, elle est inscrite dans son histoire personnelle, et puis vous le savez, en marketing, l'histoire, notamment l'histoire personnelle, ça fait vendre. Voilà, tout est storytelling. Donc, très important que dans le script, vous dites à l'influenceur, raconte une histoire qui explique quel est ton lien avec ce produit. Deuxièmement, l'influenceur doit raconter 3 à 5 bénéfices du produit. Et pour raconter des bénéfices du produit, bien, l'influenceur va raconter 3 à 5 fonctionnalités du produit. Une fonctionnalité, c'est par exemple, voilà, si vous vendez des écouteurs et que ces écouteurs font 6 heures d'autonomie ou 7 heures d'autonomie pour d'écoute musicale sans avoir besoin d'être rechargé, ça, c'est une fonctionnalité. Ça ne devient un bénéfice que si vous dites, eh bien, étant donné qu'elles font 7 heures, elles tiennent 7 heures sans être rechargées, eh bien, vous avez la possibilité de faire un Lille-Marseille en train, ça va tenir toute la journée. Vous pouvez faire
un Londres-New York en avion et vous n'allez pas être interrompu. Vous allez pouvoir regarder des films, écouter de la musique tout le long pendant tout votre voyage parce que ça fait 7 heures d'autonomie. Donc ça, c'est important et là, ça devient un bénéfice. Là, les gens ressentent le bénéfice parce qu'une fonctionnalité, juste pour une fonctionnalité de votre produit, ça n'a pas grand intérêt, c'est juste de la fiche technique. Nous, on veut pas que l'influenceur donne une fiche technique, on veut que l'influenceur donne un bénéfice, enfin donne une fonctionnalité et explique à son public pourquoi c'est un bénéfice pour ce public. Donc très important. Et on fait ça pour 3 à 5 bénéfices. On évite de surcharger, on va pas faire 10 bénéfices, évidemment, parce que les gens ont une mémoire court terme très réduite, surtout sur les réseaux sociaux où ils sont là pour se divertir et pas forcément pour émettre des réflexions philosophiques particulièrement poussées. Donc, on sollicite juste des points particulièrement importantes à travers les bénéfices principaux du produit. Ensuite, chose très importante dans le script, nous, on exige aussi une démo de la simulation d'un achat sur le site web. C'est-à-dire que l'influenceur va dire bon j'ai acheté ça sur le site bmbooster.com, donc voilà le site, hein, voilà à quoi il ressemble, et puis voilà le produit il est là, voilà ça c'est le kiff, voilà le produit sur lequel j'ai kiffé se trouve ici, c'est le sac à main que j'adore, vous voyez il est là, hop je vais sur la page produit, j'ajoute au panier. Très important de projeter le public dans l'acte d'achat. J'ajoute au panier, donc l'influenceur ajoute au panier, il montre son écran en train d'ajouter au panier. Et quand il arrive au panier, eh bien, il va valider la commande, c'est-à-dire aller jusqu'au checkout. Et ici, au checkout, il rentre le code promo que vous avez donné. C'est obligatoire, quasiment obligatoire de donner un code promo dans un placement avec un influenceur. Et à cet endroit-là, vous allez voir en direct, l'influenceur va montrer en direct comment le code promo, par exemple, si vous avez donné 30% de réduction avec le code Vanessa30, eh bien, quand Vanessa va rentrer Vanessa30 dans le code de réduction, eh bien, le prix va s'afficher avec 30% de réduction. Les gens voient la performance, ils savent qu'ils peuvent faire également la performance, donc ils sont curieux de voir si ça marche pour eux, donc ils vont cliquer sur le lien Swipe Up, ils vont débarquer sur votre site et ils vont faire exactement la même démarche que Vanessa et rentrer le code Vanessa30. Et donc, du coup, comme ils sont prêts de leur acte d'achat, beaucoup plus de monde va céder et va passer effectivement à l'acte d'achat. Ensuite, très important dans le script, et c'est un peu l'une des dernières choses, très important dans le script, toujours demander à l'influenceur d'émettre un effet d'urgence. Alors, c'est plus qu'un toute la story est un appel à l'action, hein. J'adore ce produit, je vous conseille de l'acheter. J'adore ce site, ils sont sérieux. J'ai été livré en 24 heures ou j'ai été livré en 48 heures, donc vous pouvez y aller en toute confiance. Ça, c'est de l'appel à l'action. Par contre, l'effet d'urgence, c'est si vous faites un code de type Vanessa 30, eh bien, c'est très important, par exemple, de dire que Vanessa dise, eh bien, attention les amis, par contre, c'est réservé aux 300 premiers, aux 300 plus rapides. Parce que évidemment, avec 30% de réduction, on peut pas le faire pour tout le monde et toute la vie. Donc, j'ai réussi à l'obtenir pour 300 personnes parmi vous. Donc, les plus rapides, les plus motivés, n'hésitez pas. Voilà. Ça donne un effet d'urgence. Donc, du coup, les personnes, quand elles vont arriver dans le panier ou dans le checkout de votre site web, elles savent que c'est réservé à 300 personnes. Donc, du coup, elles vont avoir moins tendance à procrastiner, voire même elles vont avoir tendance à davantage cliquer sur le bouton swipe up pour aller tester le code promo pour voir si elles font partie des 300 premières personnes, Juste une petite chose sur cet effet d'urgence, faites attention d'avoir un effet d'urgence qui soit cohérent. Si vous dites par exemple 30% de réduction, eh bien c'est 300 personnes. Voilà, c'est facile à retenir. 3 et 3, 30 et 300. Si vous faites 50% de réduction, faites ça pour 500 personnes. C'est facile à retenir. Si vous faites une réduction de 26%, n'allez pas faire 260 personnes. Ça devient beaucoup plus technique, le chiffre est trop spécifique et un peu plus difficile à retenir. Voilà, gardez quelque chose d'assez carré. Voilà en gros pour le script. Et puis, je dirais, alors, des petites choses que les gens se posent comme question, c'est est-ce que le bouton swipe up doit être tout le long de la promo? Oui, depuis la photo que vous postez 1 heure à 2 heures avant jusqu'au rappel que vous postez potentiellement quelques jours après, enfin, ou le lendemain, le bouton swipe up doit être obligatoire, doit être présent sur tous les éléments de la story, donc toutes les séquences que nous on appelle des frames, hein,
une story, ça dure 25, 30 secondes, 45 secondes sur Instagram, et puis après on passe à une nouvelle frame. Eh bien, chaque frame doit contenir le bouton swipe up, le bouton d'appel à l'action. Très très important pour nous. Voilà en gros. Alors du coup, aucune coupure de mon côté. Oh, oui, bah oui, alors il y a des coupures de temps en temps suivant le type de réception que vous avez. Je vous recommande de couper tous vos autres onglets. Alors c'est des personnes, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui travaillent sur leurs ordinateurs et qui bossent avec énormément d'onglets ouverts en même temps. Donc coupez le maximum d'onglets, concentrez-vous et restez uniquement sur le live pour éviter que ça saccade de votre côté. C'est la Sera qui faisait la remarque. Merci, merci Clovis de nous indiquer que toi, de ton côté, tout se passe bien. Voilà. Donc, voilà, cher GG. Je sais pas si j'ai été clair ou si tu y vois Non, une ouais, question. non, non, très clair. Bon petit tips, voilà, surtout, voilà, comme tu disais, sur les chiffres, voilà, que ça s'intègre bien dans la tête des gens. Voilà, parce Mhm. que voilà, il y a plein d'infos hein, par rapport aux produits. Il y a enfin, il y a quand elle va regarder, en tout cas, la vidéo de son influenceur, bah voilà, elle va être blindée comment on appelle ça, d'arguments d'achat. Donc le fait derrière de fournir en fait compte soit des choses très simples, des liens directs, des chiffres clés qui se répètent et tout ça, je trouve que c'est plutôt très intéressant. Donc non non, très très cool. Non non, j'ai rien à rajouter là pour le coup. Ok, bah, super. Petite dernière chose que j'indiquerai toujours dans le script, c'est et ça c'est relativement important et beaucoup de gens l'oublient et l'influenceur le fait sans problème. Donc petit tips, dites à votre influenceur dans votre script de publier aussi une photo à la fin de sa démonstration. Pas la même photo, mais presque la même, mais cette fois-ci avec le produit, le code promo et puis l'appel, enfin voilà l'urgence, l'effet d'urgence. Voilà, si vous avez 50% de réduction, dire que c'est réservé aux 500 premiers. Voilà, le code Vanessa 50 réservé aux 500 premiers. Donc ça, voilà, c'est très important. Salut Mathias, Mathias qui nous rejoint, qui nous dit hello. Donc comme Mathias, quand vous arrivez, faites-nous un petit coucou et mettez-nous un petit message en commentaire. Alors que ce soit sur, je ne sais pas s'il est sur YouTube ou s'il est sur Facebook. Mais voilà, donc dès que vous arrivez, faites-nous signe tout simplement. Voilà, ça nous permet de nous faire un petit coucou, ça nous fait plaisir de vous savoir avec nous, chers amis. Ensuite, on a alors bon bah du coup on a une question souvent qui tombe, ce sont les heures et les dates idéales pour faire un placement. Et je sais que toi là-dessus, GG, t'avais pas mal de choses à dire. Et puis je compléterai tout simplement sur les heures et les dates des placements. Qu'est-ce que tu sais ou quelles sont les questions que tu peux avoir? Voilà. Bah, sur les outils qu'on a évoqués juste avant, donc les logiciels, bah déjà ça c'est intéressant parce que t'as des stats, donc tu as des données statistiques qui vont te permettre de regarder là où ça serait le plus intéressant pour travailler ou en tout cas pour placer le produit ou en tout cas à l'heure, hein. C'est bien ça ta question, hein, Théo, hein. C'est Non, c'est ma question, c'est les heures et les dates ouais, pour réaliser la story, donc pour faire le placement de produit. Est-ce que c'est tout par à fait. exemple à 11 heures du matin, 11 heures du soir, ou est-ce que c'est le lundi, le mardi? Je sais que quand on a préparé ce live, tu avais des choses très Ouais, ouais. intéressantes. Ouais, C'est ouais, ça que je bah c'est voudrais. ça, bah Oui. ouais, ouais, non, non, mais non, non, c'était pour ça, alors que j'allais dans. Mais non, mais c'est bon. Donc ouais, je regarde j'analyse les datas. Dans les datas, quand vous allez voir sur les logiciels, il y a des logiciels qui sont payants et qui sont assez pertinents. Vous allez voir où se trouve leur audience la plus pointue, on va dire. Parce que vous voyez, en fonction d'un influenceur ou un autre, bah voilà, si c'est un influenceur qui va être dans la cosmétique, son audience, elle va peut-être être plus active le soir ou très tôt le matin, pas forcément le midi. Voilà, pour un autre influenceur, ça va être plutôt le business entre midi et deux. Là, les gens vont être beaucoup plus présents. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention en fonction de votre ciblage et en fonction de votre influenceur et à qui vous allez travailler. Donc, il faut bien analyser les stats. La deuxième chose, c'est connaître les habitudes du public. Du coup, donc ça revient un petit peu au même, parce que des fois, il y en a qui attendent. Donc, bon, par exemple, je parle beaucoup de la niche du sport, parce qu'il y a des gens qui vont faire du sport très tôt le matin, très tard le soir. Donc, c'est très intéressant, par exemple, de poster assez tard pour que, en fin de compte,
si vous voulez, ça déroule sur toute la nuit, admettons, plus toute la journée du lendemain. Ça, je pense que ça pourrait pratiquement être assez pertinent. Autre chose, si vous faites du worldwide, faites attention aux fuseaux horaires. On oublie, on a tous l'impression qu'on est tous sur des horaires françaises, mais un bon placement, c'est un placement qui commence le plus 1 heure, voire 2 heures plus tôt. Et comme le disait Théo, si elle a la possibilité de poster pour hyper le vrai contenu 2, 3 heures avant, c'est encore mieux. Donc ça, il faut toujours un petit peu le prendre en compte si vous arrivez, en fin de compte, à faire un micro-post, comme l'a évoqué précédemment sur la réponse de Théo. Donc les fuseaux horaires. Et puis après, rien ne vous empêche, quand vous allez faire votre analyse, d'analyser vos influenceurs. Donc une fois que vous allez être abonné, vous regardez comment ils fonctionnent, comment elles postent, sur les horaires qu'elle a l'habitude de poster. Donc ça va vous donner aussi du coup un aiguillage. Pareil, si vous avez plusieurs boutiques, ne partez pas du principe si vous avez eu des bonnes datas à partir de 10 heures, ça ne sera pas forcément les bonnes sur une autre niche. Donc, c'est pas, voilà. Moi, je pense que sur chaque plateforme, déjà d'une part, c'est différent. Sur chaque niche, c'est complètement différent, même avec les produits et avec votre audience. Donc, voilà, moi, en tout cas, j'essaierai d'y faire attention. Et là encore, je m'aiguillerai et en tout cas, je ferai un fichier Excel pour être sûr que je fasse pas de bêtises puisque là, on est vraiment sur un rapport humain. On n'est pas en train de faire du ciblage ou des adsets via Facebook Ads, qui, lui, tente toujours d'essayer de nous aiguiller, de nous aider sur certains segments et sur certaines audiences, même quand vous faites du broad. Donc, l'influenceur, c'est un rapport humain, donc du coup, qui eux-mêmes ont un rapport aussi avec leur audience. Donc, c'est vraiment de l'humain de bout en bout. Donc, pour moi, c'est hyper important. Donc, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à compléter. Si j'ai oublié des choses, je Non, sais. enfin, tu oublies pas, c'est exactement ça. Après, Ouais, heu, non, non, c'est très bien ça. Après bon, effectivement et les réseaux sociaux vont être différents. Vous n'aurez pas les mêmes heures d'activité, d'intense activité sur TikTok ou sur Facebook, notamment si vous faites des stories sur Snap ou sur Facebook, ça sera pas vraiment pareil. Sur Snap, vous aurez par exemple plus de connexions en fin de journée, alors que sur Facebook, Instagram, ça sera plus en début de matinée. Donc ça, c'est des choses on peut repérer. Ces données sont disponibles directement dans Google, hein. Vous savez quelles sont les heures les plus engagées sur Instagram, sur Snapchat, là où il y a le plus de personnes connectées. Donc c'est assez facile à repérer. Tu as parlé des fuseaux horaires, donc ça c'est super. Et puis j'ajouterais par exemple pour les personnes qui font du Facebook Ads, tout simplement d'analyser aussi sur Facebook Ads quelles sont, ou même sur la boutique Shopify, hein, sur la boutique Shopify, quelles sont par exemple les heures auxquelles se connectent plus les heures pour lesquelles vous avez le plus d'affluence sur votre boutique Shopify. Ça vous donne une indication sur quel est le comportement habituel de votre public. Et dans votre niche, si vous faites du fitness et que vous vous rendez compte que les gens se connectent plus entre 18 heures et 22 heures, eh bien là, vous aurez intérêt à demander à votre influenceur de faire son placement autour de 17h30 ou autour de 18 heures, tout simplement. Bon, voilà, le plus dur avec l'influenceur, c'est surtout qu'il garde qu'il respecte l'horaire que vous lui donnez. Moi, ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup avec mes influenceurs. Et petit tips, moi, j'hésite pas à demander à un influenceur d'être, alors soit, ça dépend du rapport que j'ai avec lui, je lui dis, moi, si tu ne publies pas avant 10 heures le samedi matin comme je l'ai demandé, eh bien, je vais demander un remboursement, je vais demander un remboursement partiel. Voilà, histoire de mettre la pression. Mais plus efficace encore, c'est de créer une incitative. Dire, écoute, ok, tu me demandes 1 000 € pour le placement, pas de problème, je suis d'accord. Mais si tu fais un placement avant 10 heures du matin et que effectivement tu places par exemple à 9h45 ou pile poil à 10 heures, mais en tout cas ton placement intervient avant 10 heures, eh bien je te rajoute 200 ou 250 euros. Ça peut être une super incitative pour que votre influenceur respecte le créneau horaire que vous lui avez fixé. Parce que vous avez énormément d'influenceurs qui ne respectent absolument pas les créneaux horaires sur lesquels vous vous êtes mis d'accord.
Ils vont vous dire, OK, pas de problème. Tant qu'ils n'ont pas encore touché l'argent et qu'ils sentent que vous allez les payer, beaucoup d'influenceurs s'engagent sur ce que vous voulez. Et donc, c'est d'autant plus facile que ce sont souvent leurs agents qui négocient et leurs agents le font un petit peu au feeling et ne voient pas a priori pour quelle raison tel influenceur ou tel influenceur ne pourrait pas poster à cette heure-là. Mais ensuite, vous avez, tout à l'heure, Jérémy parlait que c'était des êtres humains, ces influenceurs. Effectivement, ce sont des êtres humains avec toutes les défaillances que cela contient. Et vous avez des gens qui, le matin, ont beaucoup de mal. Et c'est dommage parce que, par exemple, dans presque toutes les niches, le dimanche matin, c'est la date idéale, enfin, c'est l'heure idéale pour faire du placement. C'est de faire un placement avant 11 heures du matin. Idéalement, 10 heures, 10h30. Entre 10 heures et 10h30, dimanche matin, c'est une heure quasiment imbattable. Et que, en tout cas, en France. Après, dans les autres pays, c'est autre chose. Mais en tout cas, en France, entre 10 heures et 10h30 le dimanche matin, c'est le top pour faire un placement avec un influenceur. Quel que soit l'influenceur, quasiment, vous pouvez presque pas vous tromper. Par contre, c'est hyper rare de trouver un influenceur qui a la niaque et la capacité de respecter ce créneau. Le dimanche, ils sont un peu enfarinés, ils ont fait la fête le samedi soir, et autant vous dire que tenir des engagements professionnels le lendemain matin, c'est pas forcément une garantie que vous avez. Donc, vous pouvez créer une incitative ou vous pouvez créer une clause dans le contrat dans laquelle vous dites il y aura une sanction si vous ne respectez pas vos engagements, parce que pour vous c'est un manque à gagner ou c'est un préjudice, c'est certain. Donc ça c'est une chose. Et puis j'aime bien aussi vous indiquer. Enfin moi je trouve que c'est très important de faire une veille sur les jours fériés. Par exemple, ici, on parle du T4, donc ça tombe bien. Ici, au moment du T4, on va avoir 2 jours fériés au mois de novembre, le 1er novembre et puis le 11 novembre. Donc, le 1er novembre, bon, c'est un mardi, je crois, ou un mardi ou un mercredi. Je dis ça tout de suite. Le 1er novembre, c'est un mercredi. Donc, c'est un mercredi, ça veut dire que vous allez pouvoir faire votre placement. Par exemple, soit vous faites votre placement le mercredi matin, soit vous faites votre placement le mardi soir. Ça peut être utile de faire votre placement après 18 heures, voire même après 20 heures le mardi soir, parce que vous allez avoir votre story sur Instagram, par exemple, qui va tourner toute la journée le lendemain, le jour du 1er novembre, jour férié, souvent il pleut, souvent il fait pas beau. En plus, c'est là où vous lancez vraiment les hostilités pour votre T4. Donc, c'est une journée idéale pour faire un placement. Donc, le mardi 31 octobre, après 20 heures ou à 20 heures, vous faites le placement. Vous allez commencer à avoir des ventes dans la nuit, mais surtout, dès le lendemain, pendant toute la journée, tous les fans de votre influenceur vont arriver sur sa fiche et voir sa story durant toute la journée. Ensuite, vous avez le 11 novembre. Cette fois-ci, c'est un samedi. Donc, c'est super. Alors, évitez par contre le vendredi soir, surtout quand vous avez un week-end de 2 jours comme ça. Évitez surtout de faire un placement le vendredi soir. Préférez, par exemple, faire un placement samedi matin. Si vous faites un placement samedi matin, eh bien, vous allez avoir le 11 novembre, eh ben, jusqu'au dimanche matin, vous allez avoir des ventes et des personnes qui vont venir sur votre store pour acheter. Et pareil, une chose qu'on évoque assez rapidement, mais c'est très bien si des fois vous pouvez négocier, parfois même en cours de placement, c'est-à-dire au bout de quelques heures, vous voyez que vous commencez à faire des ventes et que ça marche très bien, vous pouvez négocier avec l'influenceur euh, un petit billet, un petit 10-15% du cachet initial pour que votre influenceur fasse un rappel. Par exemple, ici, là, c'est top, le 11 et le 12 décembre, ça s'y prête. Votre influenceur fait le placement vendredi matin avant 11 heures. Idéalement, il faut qu'à 11 heures, le poste soit en ligne. Et par contre, le dimanche autour de 10 heures, 11 heures, eh bien, l'influenceur fait une petite story rapide de quelques secondes, 10-15 secondes pour rappeler qu'il y a cette promotion en cours et que c'est la dernière journée pour en profiter. Là, vous allez effectivement vous régaler. Sinon, en termes de jours et de dates, moi, j'ai envie de vous dire, cette année, le vendredi, le Black Friday, c'est le 24 novembre. Donc, c'est le dernier vendredi du mois de novembre, hein, comme tous les ans. Mais le jour du Black Friday, c'est un jour qui va être hyper couru par tous vos concurrents. Tout le monde va avoir le réflexe de taper sur le jour du Black Friday. Vous, soyez malin et tapez non pas le vendredi, mais tapez par exemple le lundi, le mardi pour hyper la vente de votre produit et votre événement du Black Friday, parce que comme ça, vous allez avoir énormément de gens qui vont arriver dans la semaine sur votre store
que vous allez pouvoir relancer à partir des emails vers la fin, vers le fameux week-end du Black Friday, ou alors la semaine d'après. Mais idéalement, c'est de faire les deux, c'est-à-dire la semaine du Black Friday, donc la semaine du 20 jusqu'au 24, mais pas le 24, et évidemment de nouveau la semaine qui suit, c'est-à-dire jusqu'au 3 décembre. Voilà. Donc en matière de date et heure, voilà en gros ce qui me semble le plus pertinent. Je sais pas si alors on a des questions. Est-ce qu'on a des questions, cher GG? Est-ce que Non, tu as repéré des si la questions? CERA dit donc, les influenceurs sont choisis en fonction de plusieurs critères. Ce que Mhm. je ne comprends pas, un influenceur a ses propres horaires de diffusion que ses suiveurs ou abonnés connaissent et suivent régulièrement. Alors, je suppose que d'après la question de la CERA, c'est étant donné que bah, du coup son audience, ils ont sûrement bah, soit ils vivent soit dans un pays ou soit c'est des gens qui se lèvent genre à 10 heures. Donc, tu es en train de dire que si on faisait ça genre à 11 heures ou à 9 heures, ça serait une mauvaise ou une bonne idée? Toi, tu la comprends comment la question, Théo? Moi, j'ai l'impression qu'elle se demande si les influenceurs, oui, si des influenceurs ont des horaires précis. Bien sûr, parce que en fait, la Sera, un influenceur en fonction de sa niche, il s'adresse à un public qui a sa propre démographie. Les gens habitent dans certains pays, les gens parlent certaines langues, les gens s'intéressent à tel centre d'intérêt, et les gens, par exemple, qui s'intéressent aux produits pour bébés n'ont pas du tout le même rythme de vie que les gens qui s'intéressent à la perte de poids ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des activités différentes qui ne se pratiquent pas la même journée, qui ne se pratiquent pas au même moment dans la journée. Et donc, du coup, tu vas avoir sur chaque influenceur, tu vas te retrouver avec des influenceurs qui vont être plus efficaces à certaines heures de la journée, à certains jours de la semaine. Donc ça, évidemment, ça c'est quelque chose que tu travailles un peu sur les datas de ton influenceur, que tu travailles avec ton influenceur, il va te le donner. Hein. Pose-lui la question quels sont pour toi les meilleurs jours où tu as le plus d'engagement. L'influenceur va te dire son avis, mais ce n'est qu'un avis. Après, toi, tu croises tes données entre la plateforme, Hype Auditor, et puis en fonction aussi, voilà, par exemple, comme j'évoquais, les jours fériés dans ton pays, ou du pays cible, évidemment, et en fonction, en faisant attention au fuseau horaire si tu travailles avec des Américains ou des Australiens, ça c'est sûr. Donc oui, il y a pas mal de, tu vas te retrouver Ouais, avec non, moi, c'est ça, la Serra, là, elle posait vraiment la question par rapport, en fin de compte, à l'audience qui suit l'influenceur. Là, elle dit, il y a des horaires précis, donc pourquoi exiger des heures précises de diffusion? Parce que ça reste des consommateurs, je pense que ça reste des consommateurs comme toi et moi, la Serra. Donc, même si derrière, si tu veux, l'influenceur, il a une vie voilà, très nocturne, admettons, quand la personne va créer sa story, va faire ton placement, ça reste des personnes qui font 35 heures ou 38 heures, qui sont des papas et qui sont des mamans et qui ont, on pense, une vie presque un peu scolaire, mais trop boulot dodo. Donc, de régler un petit peu ça, je pense que ça pourrait être plus fonctionnel. Parce que si on fait en fonction, elle, de sa vie, où, je sais pas, elle se lève, il est midi, voilà, les gens regardent sa story quand ils peuvent se lever. Ou voilà. Donc je pense que un influenceur, par exemple, peut très bien créer son, enfin ta vidéo et la publier 4, 5 heures après parce qu'il y a un décalage, parce qu'elle s'est levée à midi le vendredi, donc du coup elle te le publiera le mieux le samedi matin. Donc ça c'est pas un souci. Mais il faut pas oublier que ok, l'audience des influenceurs, c'est pas non plus des suiveurs et ils mangent pas les mêmes produits, ils se lavent pas les dents à la même heure, pas du tout. C'est des gens comme toi et moi. Donc à mon avis, voilà, il faut rester avec des bases certaines. Par contre, c'est eux qui ont une vie complètement décalée et je pense qu'il faut les ramener en face de leur public qui ont eu, eux, une vie plus normale, je pense. Voilà. Alright. Et elle posait une autre question aussi un peu plus haut, la Sarah. La question c'était combien coûte un influenceur, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus, j'ai vu, voilà. Combien coûte un influenceur
ou comment calculer. Il n'y a pas de règle précise. Il n'y a pas de règle précise sur le coût d'un influenceur. L'influenceur décide de ses tarifs. C'est un travail indépendant. Ce sont des gens qui travaillent pour leur propre compte. Donc forcément, chaque influenceur fixe sa grille de tarifs et à toi, en tant que e-commerçant, de lui proposer, de lui faire des propositions, des contre-propositions. Alors, évidemment, à une époque, quand on calculait, on avait une espèce de 100 euros les 100 000 personnes. C'était la règle. En 2018-2019, c'était à peu près 100 euros les 100 000 personnes. Ce qui veut dire qu'un influenceur qui avait 700 000 abonnés, eh bien, on faisait 700 euros le post, voire même le post et la story. Donc, on arrivait à faire les deux. Mais tout ça, ça se négocie. Si vous faites une story, un influenceur qui fait 100 000 abonnés va vous demander autour de 1 000 euros aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on est autour de 10 fois plus pour une story. Et certainement entre 1000 et jusqu'à 5-6 000 euros pour un post. Un post, ça, alors évidemment, un post, ça peut être un post qui dure 24 heures, qui dure plus de 24 heures, puisqu'un post, ça se retrouve sur le fil d'actualité. Aujourd'hui, pareil, sur TikTok, il faut négocier pour savoir combien de temps vous voulez que votre placement reste, parce que la vidéo sur TikTok, c'est pas une story, c'est une vidéo qui reste sur TikTok. Alors, l'influenceur, pour vous dire, la vidéo, elle reste 24 heures. Donc, elle va vous fixer un prix. Donc, c'est très difficile de te donner une fourchette. Il faut leur poser la question. Alors, tu peux aussi négocier, quand c'est des postes, tu peux négocier pour moins de 24 heures. Alors moi, ce que je trouve pas particulièrement utile, mais tu peux, par exemple, si le mec te dit ou la meuf te dit c'est 1 000 euros les 24 heures, tu peux lui dire, OK, est-ce que tu peux faire un tiers, par exemple, voilà, moi je te paye 300 euros pour 8 heures, par exemple, 8 heures d'exposition, sachant que toi, ce qui va peut-être compter pour ton produit, c'est les premières 8 heures durant lesquelles les gens vont venir sur ton site. C'est des choses que tu peux négocier et tu as certains influenceurs qui peuvent te dire oui pour ce genre de choses. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, oui, 100 000 abonnés et puis un taux d'engagement qui dépasse 10%, un influenceur sur Instagram va certainement te demander autour de 1 000 euros. C'est à peu près ce qu'on voit, hein, c'est à peu près ce qu'on voit aujourd'hui. Par contre, petite chose importante, c'est quand un influenceur a une excellente réputation ou fait l'actualité, a une actualité sulfureuse, eh bien, les semaines qui suivent, toutes les statistiques de cet influenceur à cause de son activité sulfureuse, par exemple, la personne a été prise dans un scandale ou la personne s'est mise en couple ou a rompu avec son copain ou alors la meuf elle est tombée enceinte ou des choses comme ça. Et puis tous les espèces de la présence médiatique a été beaucoup plus forte. Eh bien, les statistiques de cet influenceur va augmenter, plus d'abonnés, plus de portée, plus d'engagement de la part du public. Donc, l'influenceur va avoir tendance à changer ses tarifs et les revoir à la hausse. Mais en même temps, c'est aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a 5 minutes, mais c'est aussi le moment où ça vaut le coup de booker l'influenceur. Donc, c'est très difficile de te donner une fourchette, cher Lacera. C'est des questions qu'il faut absolument poser. En plus, souvent, ce sont même pas eux qui décident de leurs tarifs, ce sont leurs agents qui décident de leurs tarifs, voire même leurs agences. Autant moi je déconseille de travailler avec des agences du genre e-Idol ou Shona Evans, etc. et de travailler avec des influenceurs de type télé-réalité. Autant, bon ben, certains influenceurs parmi eux, voilà, sortent du lot et puis bon ben, ça vaut quand même le coup de contacter leur manager pour tout simplement pour faire une collaboration avec eux. Mais bon, des influenceurs, c'est pas ce qui manque, il y en a pas des milliers, il y en a des millions. Donc voilà, c'est du non-stop. Euh, c'est jour férié. Bon, ok. Bon, on a parlé un petit peu de l'essentiel. Vos questions, n'hésitez pas, comme la Serra, à nous poser les questions qui vous passent à travers la tête ou que vous vous posez sur les influenceurs. Hein. Donc, on est là pour ça et franchement, on y répondra avec plaisir. Pendant qu'on est là, euh, on, on peut regarder un peu, voilà, ce qui se passe si voilà, quel type d'influenceur vous avez envie de viser, parce que tout à l'heure, Jérémy expliquait que pour un seul produit, tu pouvais te retrouver avec plusieurs types de publics à cibler. Par exemple, moi, j'imagine que si tu vends, par exemple, des écouteurs, puisque j'en parlais tout à l'heure, eh bien, tu vas pouvoir viser, par exemple, d'un côté, et c'est des publics différents. Tu vas viser, par exemple, les personnes qui aiment la musique et qui s'intéressent à tout ce qui est blues, jazz, techno, etc. Des gens vraiment portés sur la musique,
des émissions de musique ou des concerts ou des choses comme ça. Donc, tu as aussi visé des gens qui sont dans la mobilité, des gens qui aiment le voyage, qui sont dans le hashtag travel, quoi. Tu vois, hashtag voyage, hashtag travel. Donc, c'est un deuxième public qui fonctionne pas forcément de la même manière, qui a pas forcément les mêmes coutumes ou les mêmes us. Et puis, tu vas aussi évidemment avoir des personnes qui font du training, donc de la musculation, du footing, parce que ce sont des activités pour lesquelles on associe souvent la musique et notamment les écouteurs connectés. Et c'est pareil quand vous vendez des produits éducatifs, c'est pareil quand vous vendez des produits de mode. Voilà, pour chacun de vos produits, vous avez différents publics. Et si vous avez différents publics, vous avez parfois différents influenceurs. Et parfois, c'est très difficile de se dire par quel influenceur vous allez passer. Et souvent, l'une des pistes, c'est de regarder, comme je disais tout à l'heure sur Social Blade, si vous avez un influenceur qui a une activité euh, sulfureuse dans les médias sur les 30 derniers jours ou les quelques derniers les mois écoulés. Par exemple, tout à l'heure, quand on préparait le live, eh bien, on a vu le cas un peu extrême d'une influenceuse que beaucoup de gens connaissent. Hein, si vous avez la télévision, si vous suivez un peu ce qui se passe, voilà, il y a la fameuse poupette Kenza. Donc voilà, s'appelle Poupette. Et la nana, on a vu que sur Instagram, alors qu'elle a à peine, enfin, elle a tout juste 1 million d'abonnés, elle a un taux d'engagement qui est de 40,70%. Et je peux vous dire, pour avoir travaillé depuis des années dans l'influence, avec l'influence marketing, que c'est un taux d'engagement qui est juste stratosphérique. Et c'est normal parce que la nana a eu un scandale, enfin, elle est prise dans des scandales depuis quelques mois concernant ses enfants. Voilà, il y a pas mal de personnes qui font des signalements pour dire que ses enfants seraient maltraités, etc. Nous, on n'est pas du tout dans ce débat. Nous, on est évidemment, on soutient des enfants protégés, des enfants bien élevés et des enfants en sécurité, mais on n'est pas la gendarmerie. Donc nous, notre job, c'est pas de déterminer si elle est coupable ou pas. Nous, on est des marketeurs. Et en fait, cette influenceuse qui a gagné, Social Blade indique actuellement qu'elle a gagné 50, plus de 52 000 followers juste le mois dernier, sur les 30 derniers jours, eh bien, avec un taux d'engagement à plus de 40%, pour 1 million d'abonnés, bon ben voilà, ça c'est quelqu'un qui nous intéresse. Si vous avez un peu d'argent, voilà, bon, elle va demander autour de 10 000 euros, mais ça vaut peut-être le coup ici de placer les 10 000 euros parce que avec 40% de taux d'engagement, par exemple, si vous faites un post, vous savez que votre poste va vous ramener 40 000 personnes sur votre site dans les 24 heures. Donc 40 000 personnes sur votre site, même si vous avez une perdition de gens qui habitent pas forcément la France ou de gens qui habitent dans des pays exotiques ou qui parlent pas forcément français, vous allez avoir une immense majorité de gens qui habitent en France. Et on avait fait un petit calcul très rapide tout à l'heure avec Jérémy et on disait, voilà, tu investis 10 000 euros en étant ultra conservateur avec cet influenceur à l'heure actuelle. Tu te retrouves avec un produit vendu 60 euros en moyenne, tu te retrouves avec vraisemblablement le double, c'est-à-dire à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires quasiment sans forcer pour à peu près 10 000 euros investis. Alors, je ne sais pas si elle coûte 10 000 euros, il faut lui poser la question. Vous posez la question à son agent. Je suppose qu'elle coûte autour de 10 000 euros la story. Mais voilà, donc ça vaut le coup parce que vous savez que vous partez sur une valeur sûre. Donc, nous, on avait fait à une époque, on avait fait la recherche avec Claude de Colanta quand il avait été il avait réussi à aller jusqu'à la finale, jusqu'à l'épreuve des poteaux, etc. Et le mec était passé genre de 80 000 abonnés à presque 300 000 abonnés. Et le mec avait pendant un mois à peu près un taux d'engagement qui dépassait carrément les 100%. Bah oui, c'est-à-dire que la personne, quand elle lâchait un poste, eh bien son poste dépassait les 300 000 abonnés. Donc du coup, on était sur quelqu'un qui avait un taux d'engagement qui était particulièrement ouf et donc qui permettait de faire un retour sur investissement exponentiel. Donc ça, voilà. L'actualité de votre influenceur va énormément jouer. Regardez ce que dit la presse de votre influenceur quand vous prenez des influenceurs à plus de 200, 300 000 abonnés, parce que eux, parfois, ont défrayé la chronique les jours qui précèdent. Alors évidemment, si vous êtes Nike et si vous êtes une super marque et qu'il y a des scandales sur des personnes qui sont dans des
dans des complots ou qui sont dans des propos homophobes, racistes ou en tout cas délicats, vous allez vouloir vous retirer du sponsoring et du partenariat que vous avez parce que vous n'avez pas envie d'associer votre marque à ces individus. Mais dites-vous que souvent, quand vous avez un influenceur qui est pris dans la tourmente, souvent, ça crée auprès de sa communauté un effet d'hyper-loyauté. C'est-à-dire que d'un seul coup, sa communauté devient hyper loyale. Les gens qui l'aiment ont envie de la défendre et du coup devient beaucoup plus engagé, réagissent davantage à ses posts, regarde davantage ses stories. Dès qu'elle poste, tout le monde a envie de regarder. Donc, d'un seul coup, la personne devient très, très pertinente au niveau de l'actualité médiatique et très pertinente au niveau de l'engagement, du taux d'engagement. Donc, un influenceur pris dans un scandale, un influenceur qui tombe enceinte, un influenceur qui se marie, un influenceur qui publie des photos de son mariage ou des choses comme ça, qui en tout cas fait l'actualité, c'est un influenceur qui a beaucoup plus d'engagement. Donc, c'est un influenceur qui, à ce moment-là, vaut absolument le coup d'être sollicité pour faire un placement parce que vous avez, pour une story ou un post, vous avez l'assurance d'avoir un maximum de visites et un maximum de clics sur votre publication. Donc, très important de viser ça et de regarder si votre influenceur a une activité récente. Alors, je ne sais pas si, alors que nous dit la Serra? Merci. C'est bon d'avoir une idée sur les échanges à avoir et les prix qui sont généralement approximativement fixés dans les influences marketing. Oui, alors, juste petite chose qui me semble important de dire, c'est que lorsque vous allez contacter des influenceurs, les influenceurs ont souvent tendance à ne pas répondre, y compris s'ils ont un manager, y compris s'ils ont une agence qui travaille pour eux, parce que c'est comme ça. Parfois, voilà, sur une centaine d'influenceurs que vous allez contacter, j'ai bien dit une centaine, vous allez avoir certainement une vingtaine de réponses. Et sur les 20 influenceurs qui vont vous répondre, entre les statistiques qu'ils vont vous donner et vous, l'analyse que vous allez faire de leurs statistiques, vous allez souvent vous rendre compte que vous avez à peu près 5 influenceurs avec lesquels vous pouvez potentiellement travailler. Donc, n'hésitez pas à faire de la macro-recherche d'influenceurs et en rechercher 200, en rechercher 300. Utiliser des logiciels comme InfluSpy et HypeAuditor, ça peut aider. Maintenant, il ne faut pas hésiter non plus à payer quelqu'un sur Fiverr, sur ComeUp pour vous faire des recherches et vous faire un listing d'influenceurs à trouver. Dites-leur surtout que vous ne voulez pas des fichiers influenceurs qui sont déjà établis. N'achetez jamais un fichier influenceur. Jamais, jamais, jamais. Souvent, ce sont des data, enfin, ce sont des fichiers qui contiennent des datas qui ne sont plus à jour. Souvent, ce sont des fichiers, alors on va vous donner 4000 influenceurs ou 5000 influenceurs pour 5 euros ou pour 20 ou 30 euros. Mais en fait, c'est un fichier qui vous sert à rien parce que souvent, les datas ne sont pas à jour. Souvent, ce sont des influenceurs qui sont sollicités, sursollicités, sursollicités et qui du coup sont là pour faire des placements et utilisent leurs audiences comme des vaches à lait. Et donc du coup, vous avez quasiment aucune chance d'avoir des ventes parce que vous allez poster chez quelqu'un qui a l'habitude de faire 10 posts par jour. Donc vous avez quand même envie d'être la seule personne pour laquelle l'influence fait une promo le jour où vous faites la promo de votre produit. D'ailleurs, d'où l'idée d'éviter le Black Friday, parce que le jour du Black Friday, vous avez beaucoup d'influenceurs qui vont vous faire 10, 15, 20 placements de produits le même jour. Qu'est-ce que tu en D'ailleurs, penses, comment Gégé? tu t'y prends? Moi, j'ai une question. Moi, bon, j'allais te poser une question, mais du coup, tu as un peu répondu. Comment tu t'y prends pour, tu envoies directement des DM sur le réseau social, sur Instagram? Est-ce que tu dupliques l'info, enfin la question, ou en tout cas le message? Est-ce que tu fais plutôt des messages courts, plutôt longs? Est-ce que tu essayes de trouver leur boîte mail? Est-ce que tu l'envoies dans la boîte mail? Est-ce que tu l'envoies sur Instagram? Est-ce que tu l'envoies sur Facebook? Est-ce que tu l'envoies dans la société ou dans l'agence en plus? Voilà, limite, est-ce que tu vas aller chercher dans WhatsApp? Et au bout de combien de temps tu as une réponse? Et voilà, comme tu as Mhm. répondu aussi par rapport à ça, ils répondent pas forcément voilà, de façon négative, histoire qu'on soit pas dans l'attente. Ouais, Donc il est ouais, probable que des fois, au bout d'une semaine, on se retrouve avec 4 réponses positives de 4 influenceurs différents parce qu'on n'a pas reçu les réponses au fur et à mesure en leur laissant 48 heures. Et on se retrouve mhm, à avoir plus de choix. Alors, qu'est-ce que tu mhm. conseilles, toi? C'est d'écrire, d'attendre 3, 4 semaines, et puis après de faire un vrai choix, d'attendre que les personnes répondent, parce que peut-être qu'ils étaient en vacances, peut-être qu'ils étaient à Dubaï. Donc, Mhm. voilà pour mes 3 questions. Alors, à moins d'avoir
à moins d'avoir un piston, à moins de connaître plus ou moins personnellement l'agent ou d'avoir une relation déjà privilégiée avec l'agent de l'influenceur ou l'influenceur lui-même. Moi, je vous conseille déjà de faire votre listing de personnes que vous avez envie de contacter, mais ça doit être un listing de 200, 300, 400 personnes ou 500 personnes s'il faut. Et vous devez vous y prendre à peu près 2 mois, voire 3 mois à l'avance. Donc là, nous sommes début août, donc on est même mi-août, pardon, nous sommes mi-août. Et si vous avez envie de publier, de faire des campagnes, eh bien voilà, c'est septembre, octobre, novembre. Là, on est vraiment en train, cette semaine, si vous voulez faire du Black Friday, si vous voulez être là au Black Friday, c'est cette semaine que vous allez devoir commencer à faire le listing des influenceurs que vous avez envie de cibler pour votre produit. Dès maintenant, n'hésitez pas à monter jusqu'à 500 influenceurs. Quand vous les contactez, évidemment, vous pouvez. Alors, il y a des scripts il y a des scripts payants Google qui permettent d'envoyer quasiment le même message à des centaines de personnes en même temps. Maintenant, bon ben voilà, prenez le temps qu'il faut pour envoyer un message. Moi, je vous recommande une adresse email qui fasse personnel. Par exemple, julien.moré@gmail.com, plutôt que d'utiliser B2B le nom de ma marque.com. Évitez ce genre d'adresse email. Utilisez plutôt une adresse email qui soit vraiment personnelle. Par exemple, jeremy.boles@gmail.com, quelque chose qui fasse authentique. Vous avez plus de chances de ne pas tomber dans le document spam, premièrement. Faites court dans votre message. Faites très court. Bonjour, nous sommes une marque qui faisons ceci, qui faisons cela. Nous sommes intéressés par le profil par votre profil, notamment sur Instagram, TikTok, Snapchat. Mettez les réseaux sociaux qui vous intéressent. Nous aimerions connaître premièrement vos budgets voilà, nous aimerions connaître vos budgets et ensuite voilà, voir s'il est possible de collaborer avec vous autour de telle date à telle date, telle date. Proposez déjà des dates. Comme ça, voilà, vous mettez votre influenceur ou son agent dans une optique de collaborer avec vous. Relativement court, ça peut être le même message pour tout le monde, hein, c'est la question de Jérémy, il me semble. Ça peut être le même message pour tout le monde. Et ensuite, envoyez toute la flopée de votre message et dites-vous que vous allez passer à peu près une semaine et demie, voire 15 jours à recevoir et à récolter toutes les réponses. Parfois des réponses négatives, parfois les gens vont vous poser, les influenceurs vont vous demander si vous avez déjà fait des campagnes et donc d'apporter la preuve que vous avez fait des campagnes ou non. Si c'est pas le cas, si vous n'avez jamais fait de campagne à ce moment-là, vous rassurez-les et dites-leur, mais je n'ai pas de problème, j'ai un produit qui a été brandé et j'ai du budget, j'ai prévu un budget et j'ai envie de travailler avec vous, entre autres. Et parfois, moi, j'aime bien mettre en concurrence quand l'influenceur me demande si j'ai déjà fait des campagnes et que avec cette marque, j'ai pas forcément fait des campagnes influenceurs. J'aime bien lui dire, à l'heure actuelle, je m'intéresse au profil de votre influenceur. Hein. Par exemple, voilà, je m'intéresse à Vanessa, mais je m'intéresse aussi à Audrey et je m'intéresse aussi à Pascal. Et là, du coup, ça met la pression, ça permet de rééquilibrer un peu les choses parce que l'influenceur comprend que soit il travaille avec vous, soit votre argent va chez lui, soit votre argent va ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Prévoyez 2 mois à l'avance parce qu'en plus, il faut prévoir aussi le coût, voire même 3 mois. D'abord, le temps de la prise de contact, le temps de la négociation du contrat, puis ensuite, le temps où vous allez envoyer le produit. L'influenceur va vous confirmer qu'il a reçu le produit. Vous allez lui envoyer un script, il va lire le script, il va vous poser des questions, etc. Et évidemment, voilà, tout ça, ça prend un certain temps. Donc, il faut s'y prendre vachement à l'avance, surtout si vous travaillez sur des gros influenceurs. Sur les petits influenceurs, bon, c'est un petit peu plus, c'est pas à la chaille, mais c'est un petit peu plus à la bonne franquette. Il suffit de lui envoyer le produit, enfin de se mettre d'accord avec un message. Et là, vous pouvez lui envoyer un DM directement sur le réseau social. Vous pouvez lui envoyer directement sur son Instagram un message privé. Vous pouvez les contacter aussi en DM sur Twitter. C'est des choses qui se font pas beaucoup. Donc souvent, les influenceurs qui ont plus de 20-30 000 abonnés ont aussi un compte Twitter. Vous pouvez les contacter sur leur Twitter, alors X maintenant. Et, euh, et ensuite, oui, voilà, en général, vous pouvez aussi, ouais, non, voilà, alors évitez des spams du genre mettre en commentaire, est-ce que tu as reçu mon message? Voilà, c'est le genre de commentaire qu'il faut absolument pas mettre.
l'influenceur le verra sûrement pas. Et puis surtout, c'est quoi vous faire bannir de ses followers. Voilà, chers amis. Alors, que dit la Serra? Quel type de diffusion peuvent faire les influenceurs pour les campagnes? Est-ce que certains font des commentaires sous vos propres publications? Non, madame. Non. Les influenceurs font deux types de posts, enfin deux types de publications. Une story ou un post sur le fil d'actualité ou leur mur, en fait, tout simplement. Donc, soit ils font un post. Le post, cette fois-ci, c'est vous qui décidez avec l'influenceur combien de temps il dure. La story, en général, reste 24 heures. Voilà, mais il n'y a que ces deux types. Et en plus, alors, soit l'influenceur peut récupérer votre vidéo, soit elle peut récupérer une vidéo que vous avez faite maison et poster dans sa story ou poster sur son profil, poster votre vidéo. Mais le mieux, c'est d'utiliser l'influenceur pour que l'influenceur s'expose face caméra, parle de votre produit. Ça, c'est ça qu'on appelle un placement de produit. Il faut que l'influenceur, nous, on estime que l'influenceur doit parler de votre produit, inventer les bénéfices, inventer les mérites, et puis appeler sa communauté à aller l'acheter. Mais en général, l'influenceur va pas venir sur votre profil perso, sur votre chaîne YouTube ou sur votre page Facebook pour commenter sous votre publicité Facebook Ads. C'est mort. Ça, l'influenceur le fera pas. Enfin, en tout cas, vous pouvez tenter de proposer, mais je serais sceptique. Je serais étonné si vous arriviez à obtenir une collaboration dans ce sens-là. Oui, GG. Tu évoquais le script à un moment donné. J'ai une question. Est-ce que c'est pertinent quand tu leur envoies la proposition de partenariat avec le produit, voilà, donc forcément tu évoques que tu aimerais travailler avec eux, tu parles de ton entreprise, mais est-ce que généralement tu leur demandes, alors est-ce que c'est une erreur de demander un avis honnête de ton produit, ou il faut éviter au maximum ça et de scripter en fin de compte la teneur un petit peu de la vidéo, parce que le but du jeu, c'est de faire de l'argent, évidemment, parce que ça vous coûte de l'argent. Donc c'est un petit peu, on va dire, un peu pipé. Mais voilà, alors il y a des influenceurs, ils veulent absolument pas que ça soit pipé d'une certaine façon et pousser un petit peu le produit, ce qui est tout à fait normal. Il y en a certains qui, voilà, ça fonctionne comme ça. Il y en a d'autres, ils demandent à revenir en disant non, il faut retravailler le produit, la qualité, tout ça, et 2, 3 mois après, avec un peu de R&D, on peut revenir derrière, reproposer un produit de meilleure qualité, mais est-ce que ça serait une erreur de demander, voilà, mon produit, il est parfait, donne un vrai avis honnête à ta communauté. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être pertinent ou c'est surtout une erreur à ne pas faire? Alors, moi, je pense que c'est une erreur à ne pas commettre quand vous travaillez avec un seul influenceur ou moins de 10 influenceurs. Maintenant, si tu travailles avec, alors déjà, faut être absolument sûr de son produit. Il faut être certain que ton produit, c'est le nec plus ultra, que tu en es particulièrement fier, que tu proposes quelque chose dont tu es particulièrement fier et que pour toi, ton produit est parfait. Ensuite, tu travailles avec plusieurs influenceurs parce que si un influenceur donne un avis et que dans son avis, c'est plutôt mitigé ou plutôt un avis négatif, t'as pas un trafic qui va être convaincu, tu as un trafic qui va venir pour te bâcher. Donc, t'as pas forcément envie de ça. Mais par contre, là, c'est bien d'avoir plusieurs influenceurs qui vont avoir des opinions différentes et ceux qui ont des bonnes opinions vont créer une bonne réputation pour ton produit. Ensuite, ça, c'est quelque chose que tu peux pratiquer, que je recommande plutôt sur YouTube. Sur YouTube, l'influenceur va faire le crash test de ton produit et il va cette fois-ci analyser ses avantages, ses inconvénients, parfois le comparer à des produits qui se trouvent dans la concurrence et donner une note générale. Et si cette note est positive, tu as tout gagné. Si cette note est moyenne, tu as moyennement gagné. Par contre, si cette note est négative, bon tu sais, tu t'en es pour tes frais. Mais ça, c'est quelque chose qui vaut le coup. C'est très, très pertinent de se poser la question. Mais c'est une stratégie, une technique que moi je recommande davantage pour YouTube et puis surtout si tu travailles avec beaucoup, beaucoup d'influenceurs à la fois et pas seulement un seul. Donc si tu as énormément de budget. Voilà. Ok, parce que tu vois, par exemple, Apple, lorsqu'ils vont sortir leur nouveau produit là au mois de septembre, ils envoient pas de script. Là, ils envoient directement les dernières iPhones aux plus grands YouTubeurs, par exemple, de francophonie. Ils font pareil aux États-Unis, ils font pareil en Allemagne et ainsi de suite. Et il y a en effet le crash test derrière. Donc, je pense que eux, voilà, leur audience, elle est là, elle est solide. Donc,
ils imposent pas, en fin de compte, une forme de script ou de storytelling sur leurs produits, en disant: «On va arrêter de vous laisser les produits, de vous les offrir à la fin de chaque vidéo». Eux, comme tu l'évoquais, je pars de ce principe-là, sous ta bonne garde, c'est que à partir de là, plus les personnes, ils vont en parler, ils vont en parler, ils vont en parler, parce que c'est leur stratégie, ça va créer, en fin de compte, bah, énormément de bruit, peu importe si le dernier iPhone, il est pas terrible. Bah, quand le dernier iPhone n'est pas terrible, figure-toi qu'il a tendance à plus se vendre parce que, bah, comme on parlait pour Poupette, par exemple, le bruit fait vendre. Voilà. C'est rarement le meilleur produit qui est vendu, c'est toujours le produit le plus connu. Donc, pour être le produit le plus connu, il faut être celui qui fait le plus de bruit. Et toutes les années où un iPhone, une édition de l'iPhone avait des dysfonctionnements, par exemple l'année où la reconnaissance faciale avait du mal à reconnaître les personnes de couleur ou les asiatiques, eh bien, ça fait énormément de buzz. L'année où le téléphone se pliait dans la poche, ça fait énormément de buzz. Et puis, du coup, bah, tu avais encore davantage de gens qui voulaient le produit. Donc, dans ce cas de figure, à ce niveau-là, tu as davantage, enfin, même le bad buzz devient un buzz commercial. Donc, c'est rentable pour ces marques d'avoir du buzz, même si c'est du mauvais buzz. Par contre, pour toi, qui est inconnu au bataillon, avec ta petite marque qui vient de se lancer, si tu réalises pas plusieurs centaines de millions d'euros par an, et je suppose que c'est l'immense majorité des personnes qui regardent ces lives ou qui composent notre communauté, eh bien, toi, un bad buzz, tu veux absolument pas avoir un bad buzz. Donc, tu veux absolument, comme dit la Serra, oui, avoir un produit qui est quelque chose de spécial, un produit de assez cher, pas forcément trop cher, mais en tout cas un produit de qualité et qui soit en tout cas de très bonne qualité, qu'on sente et qu'on voit la qualité quasiment à la caméra. Parce que l'effet wow, vous allez le créer à travers le moment, par exemple, où votre influenceur va déballer le produit, va ouvrir la boîte et montrer ce que contient le colis que pourrait recevoir le public. Et à ce moment-là, l'unboxing va créer l'effet wow. Plus après, évidemment, tout ce que va raconter l'influenceur et les bénéfices que l'influenceur va mettre en avant. Donc, votre produit doit être un produit photogénique, un produit qui passe bien à la caméra. C'est sûr que si vous vendez un truc pour enlever les points noirs ou des trucs, remarquez, un truc pour enlever les points noirs, c'est impressionnant. Donc, ça reste assez intriguant et ça peut forcer le public à rester. Donc oui, c'est assez spécial. Mais en général, on est plus sur des produits qui sont esthétiquement, créent beaucoup de désir, hein. Ou alors les produits qui ont une efficacité certaine en matière de cosmétiques. Mais sinon, ouais, on choisit des produits qui sont beaux à regarder aussi. On a plus de chances de faire des ventes, notamment des ventes, des achats impulsifs. Voilà, bah, ça fait quoi? Plus d'une heure 30 qu'on est ensemble, enfin plus d'une heure 27 qu'on est ensemble. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. On donnera un peu plus tard une ou deux stratégies inédites parce que finalement, on a encore un peu quelques jours avant d'être vraiment pressé et oppressé par le temps avant d'attaquer l'immense ligne droite du T4. Comme vous le savez, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des messages privés ou des messages directement sur la page Arnaud Théo Buffet. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, donc la fameuse page Arnaud Théo Buffet sur laquelle vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube pour les personnes qui se trouvent sur Facebook, hein. C'est bon de savoir que voilà, il y a la chaîne YouTube désormais qui s'appelle tout simplement Arnaud Théo Buffet et à partir de là, vous devriez tomber sur la même tête que j'ai sur la page Facebook et vous pouvez vous abonner et si vous n'êtes pas sûr d'être disponible sur votre Facebook, eh bien vous pouvez nous retrouver sur votre YouTube. Voilà. Petite dernière question de la Serra qui nous demande, j'ai une question qui pourrait vous sembler drôle. Définissez-moi l'influenceur. Alors, Mmh. on se tente, on se tente. Petit challenge, Jérémy. Moi, Euh, je pense que je réponds? allez, pour toi, qu'est-ce qu'un influenceur? C'est un monsieur qui a des super pouvoirs. Je la fais en mode drôle. Personne qui a des super pouvoirs, qui est capable de transformer un simple objet en objet de désir, comme un sachet de détox, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu le super-héros des réseaux sociaux et qui prennent derrière un bon billet pour essayer en tout cas, de montrer ton produit à sa propre audience. Voilà. Donc voilà comment je le mettrais. Voilà, c'est un mec qui
C'est voilà, je la mettrais comme ça, en mode drôle. Un mec ou une nana? Un mec ou une nana, tout à fait. Ah non, ouais. Ah, si c'est un mec, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de nanas, qui font de l'influence. Ouais, bah, ouais, ouais, bien sûr. Un peu moins drôle, un peu plus austère et un peu plus scolaire, d'après moi, un influenceur, hein, attends, je recalibre ça. Donc pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un, ça peut être une marque, ça peut être une page thématique sur les réseaux sociaux, comme ça peut être, voilà, une page consacrée à une passion autour, par exemple, de certains types de chiens ou certains types de voyages sur un pays, sur la cuisine, sur des thématiques ou tout simplement la page ou le profil d'une personnalité. Ça peut être un article de blog, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un compte Twitter, comme ça peut être bien sûr une page Facebook, un compte Instagram, une chaîne TikTok ou un compte Snapchat. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui dispose d'un public, d'une audience envers laquelle cette personne a un rapport exclusif privilégié. C'est-à-dire que cette personne peut communiquer de façon exclusive avec ce public et cette personne dispose seule de la capacité à interpeller ce public. Pareil, quelqu'un qui dispose d'une grande base d'emails, par exemple quelqu'un qui a 800 000 emails, eh bien, dans une niche très définie, c'est sans doute quelqu'un qui a un pouvoir d'influence particulièrement fort. Et du coup, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez négocier de louer cette base de données, de louer cette démographie, ces milliers d'abonnés ou ces centaines d'abonnés contre une rémunération pour pouvoir vous diffuser votre message auprès de ce public. C'est ça un influenceur. Et donc voilà, du coup, ce n'est pas seulement la nana qui fait du maquillage sur Instagram ou sur TikTok. Ça peut être aussi le mec qui est geek et qui fait des démonstrations de PC ou d'appareils électroniques sur YouTube. C'est aussi la nana qui détient un gros groupe Facebook dans lequel on parle de sophrologie ou de développement personnel ou de chakra ou de voyance. Voilà, c'est tout ça un influenceur, comme ça peut être quelqu'un qui écrit des bouquins et qui a une énorme communauté sur Snapchat ou sur Twitter. Voilà, bah, je crois qu'on s'est dit des choses assez sympas ce soir. Si vous avez des questions quand vous nous voyez en rediffusion, n'hésitez pas à les poser, que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez sur Facebook. N'hésitez pas à nous mettre vos questions. Nous, on y répondra peut-être voilà, à 24 heures, 48 heures de décalage. Mais en tout cas, on voit vos questions et on y revient. Si vous voulez le PDF concernant les influenceurs, n'hésitez pas à mettre PDF ici en commentaire. De nouveau, ben, quand vous êtes sur le live, n'oubliez pas de mettre un j'aime, n'oubliez pas de mettre un j'adore. Et puis, ben, avant que voilà, on attaque la grande ligne droite du T4, eh bien, de la rentrée du T4, on vous souhaite, Jérémy et moi, ben, de bonnes fins de vacances pour celles et ceux qui sont en vacances, de profiter de ce temps en famille, de profiter des rayons de soleil du mois d'août, restez hydratés quand même, hein, prenez soin de vous, et puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique et puis pour un nouveau sujet. Et vous verrez que plus ça ira, plus on sera un peu plus concentré autour des thématiques qui touchent le quatrième trimestre ou le T4 ou le Q4. Voilà les amis, passez une bonne fin de soirée et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la page Arnaud Thio Buffet, que ce soit ici ou à la chaîne Arnaud Thio Buffet sur YouTube. Et puis on va, et bien voilà, comme ça vous aurez l'occasion de retrouver à chaque fois nos lives en direct ou tout simplement nous retrouver en différé. À bientôt, bonne soirée, au revoir, Bye ciao la bye. Serra, ciao Clovis, ciao Moa, ciao. On avait qui ce soir? On avait Mehdi McFly qui nous avait fait signe. Salut Mehdi. On avait Mathias. Bonsoir Mathias. Bonsoir Clovis. Bonsoir Pierre-François. Et puis bonsoir à tous et on vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bonne soirée.